Bien, bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, à l'aide du logiciel Simulink disponible sous MATLAB, donc comment par la simulation on peut comprendre tous les outils de l'asservissement linéaire sur un exemple assez particulier d'un ordre 2, donc qui est présent ici sur ce transparent. Donc, on a un asservissement qui a un gain statique unitaire, donc le gain obtenu pour P égale à 0. C'est bien un ordre 2. Et puis ici, il a un pôle double qui est moins 1. Donc moins 1 est à partie réelle négative, donc ça veut dire que déjà la boucle ouverte, on sera sûr qu'elle sera stable. Si on calcule, dernier paramètre avant de passer à la simulation, l'erreur statique de cet asservissement, donc en boucle fermée, eh bien, on rappelle la formule qui est que l'erreur statique, ça correspond à la limite lorsque l'erreur tend vers l'infini du signal d'erreur, l'entrée moins la sortie. Ça correspond, grâce au théorème de la valeur finale, à la limite lorsque P tend vers 0 de P epsilon de P. Et quand on fait les calculs, on trouve que c'est l'entrée, donc la valeur de l'échelon si c'est un échelon en statique, divisé par 1 plus le gain statique pour ce second ordre. Donc si on met une entrée de 1 volt et qu'on a un gain statique de 1 volt, enfin un gain unitaire, pardon, eh bien on aura une erreur qui vaudra E sur 1 plus 1, donc E sur 2, c'est-à-dire 0,5. Donc 0,5 volts, donc si on est dans des unités de volts, comme erreur statique. Ça, c'est un chiffre qu'on va vérifier par la suite. Alors prenons maintenant la simulation de ce système. Donc pour prendre la simulation de ce système sous Simulink, eh bien, on va retrouver notre asservissement qui se met sous forme de schéma bloc, comme vous l'avez sous les yeux ici. Donc on a la fonction de transfert qui est en 1 sur s carré plus 2s plus 1. Donc s, ça joue le rôle de p. Donc c'est bien le même second ordre, puisque ici on a l'identité remarquable, bien sûr, s plus 1 le tout au carré égale à s2 plus 2s plus 1. Devant, on a placé un PID qui, pour l'instant, est un correcteur qui n'a aucune influence dans un premier temps. Donc, on peut regarder dedans. Mais dedans, donc, on a une action proportionnelle qui est 0. On va supprimer l'action intégrale, justement, pour vérifier que le correcteur n'a pas d'influence. On va faire un état des lieux de l'asservissement avant de faire la correction. Et puis, on a placé devant un gain qui va permettre de régler de manière assez indépendante la correction proportionnelle du PID éventuel. On retrouve bien sûr un soustracteur, donc qui va nous permettre de faire la comparaison et donc de faire la structure d'asservissement, avec comme consigne en entrée un échelon. Et puis on prélève la sortie de la fonction de transfert en boucle ouverte pour la reboucler sur l'entrée. On a placé un oscilloscope 3 voies ici, donc on aura en permanence la consigne, l'échelon, la sortie de l'asservissement, et puis on aura également le signal d'erreur, donc pour visualiser ces erreurs en temporel. On va pouvoir également voir le diagramme de Bode, donc de la boucle ouverte. Donc pour préciser que c'est la boucle ouverte, on a l'entrée de la boucle ouverte qui est donnée ici par la flèche qui descend, et la sortie de la boucle ouverte par la flèche qui en remonte. Et enfin, on pourra aussi, le cas échéant, regarder le diagramme de Nyquist, voir un peu comment ça se comporte. Alors première étape, donc on va regarder quel est l'impact de ce simple asservissement sans aucune correction, donc en termes à la fois de signal d'erreur, donc en temporel, et puis on va regarder comment ça se passe dans le plan de Bode et dans le plan de Nyquist. Donc première simulation, donc là on va lancer les calculs. Une fois que les calculs sont faits, on va pouvoir regarder directement l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, qu'est-ce qu'il vous indique? Alors il vous indique que vous avez donc ici, donc en rouge, votre échelon qui a une valeur de 1 volt. En jaune, vous avez votre signal d'erreur, et en bleu, vous avez votre signal de sortie de la boucle. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le signal de sortie de la boucle, donc le signal de l'asservissement en sortie, eh bien, il converge vers une valeur qui est finie et qui n'est pas nulle, et qui n'est pas non plus l'échelon d'entrée. Ça converge vers les 0,5 volts. Donc bien la moitié de 1 volt. Donc ça veut dire qu'entre ce signal bleu et le signal rouge, donc entre l'entrée et la sortie, eh bien, vous avez exactement 0,5 volts d'erreur. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est un cas particulier, mais avec le signal jaune qui est le signal d'erreur qui converge du coup vers ces 0,5 volts. Donc on a une erreur statique présente dans notre asservissement. Si je regarde ce qui se passe en termes maintenant de diagramme de Bode, eh bien on retrouve un diagramme de Bode du second ordre, ce qui n'est pas étonnant. Donc on a un gain statique qui est de 0 dB, donc gain unitaire bien évidemment.
Donc là, c'est le diagramme de Bott de la boucle ouverte, hein, j'insiste, hein, c'est pas le diagramme de Bott de la boucle fermée, puisque c'est ça qui nous intéresse après pour les notions de stabilité, de marge de stabilité. On a une phase qui décroît de 0 à moins pi, donc classique, un second ordre, comme on a l'habitude d'avoir. On peut demander sous MATLAB également la notion de marge de stabilité. On va lui préciser le All Stability Margins. Et quand on fait ça, eh bien, il n'en trouve pas. Donc effectivement, si je veux regarder la marge de phase, il faut que le système passe par 0 dB. Le problème, c'est qu'il n'atteint jamais 0 dB. Il est de manière asymptotique à 0 dB en 0, mais ce n'est pas une vraie valeur. Donc du coup, la marge de phase, elle serait donc quelque part à gauche et elle tendrait vers 0, vers une marge de phase de pi. Si je regarde maintenant la marge de gain, je ne peux pas couper l'axe des moins pi. Donc du coup, je ne peux pas définir cette marge de gain. Si on extrapolait avec l'infini, on aurait une marge de gain qui serait ici également infinie. Si je regarde maintenant ce qui se passe dans le plan de Nyquist, donc dans le diagramme de Nyquist, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le diagramme typique d'un second ordre. Donc moins 1, le point critique important, il est à gauche ici, c'est la croix rouge. Donc on a 0 sur l'axe des ordonnées et puis on a moins 1 sur l'axe des réels. Le repère, donc 0, donc le centre, il est situé au centre de l'écran ici. Et puis on démarre bien avec un gain statique unitaire. Et au fur et à mesure que la fréquence augmente, ce qui est symbolisé par la flèche en bas, eh bien le module va diminuer. Et progressivement, la phase également va diminuer pour converger vers une phase de moins pi asymptotique et un module de 0 en linéaire, donc le centre de notre repère. Là encore, je ne peux pas visualiser les marges de stabilité puisqu'elles n'existent pas dans cette représentation. Alors la première chose qu'on va faire, donc du coup ça c'est l'état des lieux, hein. Donc si on fait un petit bilan sur l'état des lieux, c'est que j'ai une erreur statique de 1,5, donc assez grande puisque ça correspond à la moitié de mon échelon. J'ai des marges de stabilité qui sont a priori très très grandes, donc je vais avoir un système qui va être stable. Ça c'est ce que me disent les études. Maintenant je vais essayer de regarder qu'est-ce qui se passe lorsque je vais simplement mettre en série une correction proportionnelle de 10. Et donc ça va être la première correction qu'on va voir ensemble. Alors si je pars avec un correcteur proportionnel K, donc et que je vais régler ce K égal à 10, qu'est-ce que ça va changer sur ma fonction de transfert en boucle ouverte? En fait, ça va juste changer le gain statique de l'ensemble correcteur plus h de p. Donc tout se passerait comme si j'avais initialement une fonction de transfert h qui ne serait plus 1 sur p plus 1 au carré, mais k sur p plus 1 au carré. C'est la correction proportionnelle. Donc ça ne change pas les pôles, ça change le gain statique puisqu'il deviendrait équivalent à 10, et donc les formules précédentes sont valables à condition de remplacer h0 par kh0. Si on fait le calcul avec un gain k égale à 10, eh bien on trouve une erreur de 0,09, donc quasiment un dixième, en termes d'erreur. Donc on va faire ces modifications-là, et puis on va aller regarder de la même manière ce qui se passe sur ce qu'on a vu précédemment. Donc au niveau du gain, je vais changer, je vais mettre une valeur de 10 en série avec mon ensemble, j'ai toujours un PID qui est inactif ici, et puis on va resimuler un peu toutes ces courbes. Allons regarder dans un premier temps ce qui se passe au niveau de la partie temporelle, donc la réponse à un échelon. Cette partie temporelle, donc je vous rappelle qu'en rouge on a toujours l'échelon d'entrée, donc qui est notre échelon de 1 volt. En bleu, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre au signal de sortie. Premier constat, on se rapproche du signal rouge, donc du signal d'entrée. Donc ça, c'est l'effet de la correction proportionnelle. En effet, donc on passe d'une erreur initiale de 0,5 à 0, quasiment 1. Donc on passe de 0,5 à 1 dixième, on a diminué d'un facteur 5 l'erreur. C'est exactement ce qu'on voit ici, hein. Donc le signal bleu se rapproche du signal rouge par rapport à la situation précédente sans correction. De la même manière, je peux regarder aussi le signal d'erreur jaune. On voit bien que ce signal d'erreur, il va se rapprocher de l'axe des abscisses, donc de 0. Par contre, l'erreur statique ici n'est toujours pas nulle, puisque j'ai la présence d'un écart entre le signal jaune et l'axe des abscisses. Donc ça veut justement dire une seule chose, c'est que la correction proportionnelle, elle va diminuer les erreurs, mais en aucun cas, elle va l'annuler. On peut également faire une remarque ici, c'est que mon gain K, il augmente et j'ai des dépassements et une réponse un peu plus oscillante, pseudo-oscillante plus exactement. Les dépassements commencent à prendre un peu plus d'importance. Donc ça, c'est le comportement important que l'on peut constater quand on a la présence d'un gain proportionnel.
Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut aller regarder la conséquence dans le plan de Bode. Donc dans le plan de Bode, qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, on va constater bien sûr qu'on a rajouté un gain en série avec notre fonction de transfert. Donc du coup, maintenant, on n'est plus à 0 dB en termes de gain statique de l'ensemble de la fonction de transfert en boucle ouverte, mais on a 20 dB de gain statique. Ça paraît assez logique, puisque 20 dB, c'est bien 20 log de 10. En termes de phase, ça n'a pas changé. Par contre, on voit qu'ici, eh bien, on a l'apparition d'une marge qui existe, c'est la marge de phase. Donc maintenant, la marge de phase, on peut la définir puisqu'on a translaté la courbe de Bode en module vers le haut. Donc ça veut dire qu'elle était initialement juste en dessous de 0 dB. Maintenant, elle passe potentiellement au-dessus de 0 dB aux basses fréquences et elle replonge en dessous de 0 dB aux hautes fréquences. Donc forcément, il existe un point par lequel elle passe par 0 dB. Donc on peut définir la marge de phase. Donc cette marge de phase, elle est définie ici pour une fréquence de 3 radians par seconde. Et puis, elle va correspondre, on peut regarder, donc à une marge de phase égale à 36,9 degrés. Donc, la MATLAB nous indique ici que la boucle fermée est stable. Effectivement, théoriquement, elle est toujours stable, cette boucle fermée, puisque, a priori, je passe pas par le point -1 et je ne vais pas donc avoir un gain positif lorsque la phase atteint -π, puisque ici, elle n'atteint jamais -π. Donc le critère de Nyquist, il est assez clair ici. Donc on est toujours dans un asservissement qui théoriquement est stable. Par contre, en termes de degré de stabilité vis-à-vis des marges, on constate qu'on ne respecte pas les recommandations de 45 degrés minimum de marge de phase. Si je regarde maintenant ce qui se passe dans la partie diagramme de Nyquist, eh bien là, c'est un tout petit peu changé encore. Donc on part toujours par contre d'un gain statique sur l'axe des réels, mais par contre il est beaucoup plus grand puisque j'ai mis un gain de 10 au début et donc j'ai un peu gonflé cette forme circulaire. Enfin, normalement c'est un cercle, mais vu les échelles qui ne sont pas orthonormées, ce n'est pas un cercle. Mais ça fait comme si on avait gonflé un peu ce ballon. Et donc du coup, en gonflant ce ballon, eh bien, on laisse la possibilité au lieu de Nyquist de passer par le cercle de rayon 1, donc, qui correspond au module du point -1 qui est le point critique, donc qui est ici symbolisé par les pointillés un peu différents des autres. Et donc notamment, on retrouve ici la notion de marge de phase, et on voit que cette marge de phase calculée est la même bien évidemment, donc de 36,9 degrés. Donc là on commence à se rapprocher du point -1 par rapport à la situation où on n'avait pas corrigé le système. Alors ce qu'on pourrait faire ici, donc surtout dans le plan de Bode, c'est d'essayer d'améliorer notre système. Et entre autres, on va essayer de se dire, bon bah voilà, j'ai mis un gain au hasard de 10, un gain statique pour voir cet effet. De toute façon, je n'ai pas annulé l'erreur, je l'ai diminué. Mais en termes de degré de stabilité, je n'ai pas assuré une marge de phase qui correspond à la recommandation de 45 degrés. Donc à l'aide de la simulation, on va voir comment on va pouvoir ajuster cette marge de phase. On aurait pu le faire aussi par le calcul, mais là c'est un autre moyen plus visuel de le trouver. Donc mon idée c'est de se dire, si je veux une marge de phase de 45 degrés, il faut que j'ai 45 degrés par rapport à la phase de -π, et donc il faut que j'ajuste le gain à 0 dB pour ce point-là. Donc on va essayer de trouver déjà quelle fréquence correspond l'écart de 45 degrés entre la courbe de phase et -π, c'est ici. Ici, pour une fréquence de 2,45 radians, donc si jamais j'avais 0 dB, j'aurais une marge de phase de 45 degrés. Donc il va falloir trouver le gain à cette pulsation-là, ou à cette fréquence-là ici. Donc on va essayer de trouver le point correspondant, qui doit être à peu près ici. Et donc on constate que j'ai un gain de 3,6 dB donc, pour donc ce point-là. Ça veut donc dire que si je voulais définir une marge de phase de 45 degrés, eh bien, il faudrait quoi? Il faudrait tout simplement que j'arrive à diminuer le système environ de 3 dB. Alors, diminuer un système de 3 dB, ça veut dire quoi? Ça veut dire le diviser par racine carrée de 2. Donc, ça veut dire que si je divise le 10 précédent par racine carrée de 2, normalement, je vais grosso modo passer à 0 dB par ce point-là. Et bien, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, je vais revenir à mon système d'origine, et au lieu d'un gain de 10, je vais mettre 10 sur racine carrée de 2, donc ça fait à peu près 7,07. C'est l'ordre de grandeur. Donc si je remplace 10 par 7,07, normalement je devrais être aux alentours d'une marge de phase de mon système de 45 degrés. On va relancer la simulation. Et on va visualiser tout de suite ce qui se passe dans le plan de Bode.
Donc si je regarde ce qui se passe dans le plan de Bode, eh bien vous voyez que maintenant, la marge de phase ici qui est calculée, bon, elle est de 44,2, hein, donc c'est les approximations de nos calculs, mais on n'est quand même pas très loin des 45 degrés, donc ça va dans le bon sens. Et donc cette marge de phase, bien sûr, elle est obtenue pour donc une valeur ici en dB de quasiment 0 dB. Donc là, si je mets un gain proportionnel de 7,07, donc environ 7, eh bien, j'aurai assuré un degré de stabilité suffisant via la marge de phase de 45 degrés, et puis j'aurai réduit en fonction de cette stabilité au maximum l'erreur pour une correction proportionnelle. Je peux toujours diminuer encore cette erreur, mais ce sera au prix d'un risque d'instabilité, donc je n'aurai pas assuré peut-être une stabilité à mon système. Ça, c'est pour la correction proportionnelle. Si maintenant on va aller plus loin et se dire je veux vraiment une erreur statique nulle, eh bien que va-t-il falloir faire? Il va falloir introduire une correction proportionnelle intégrale, parce que seule l'action intégrale va permettre l'annulation, comme on va le voir, de l'erreur statique. C'est donc la troisième étape. Troisième étape, je vais placer un correcteur proportionnel intégral en série avec ma fonction de transfert h. Donc j'ai rappelé ici la forme. Donc on a une action proportionnelle et on a une action intégrale via notamment la constante d'intégration taux. Je peux mettre au même dénominateur ce correcteur de manière à faire apparaître notamment un 0 au numérateur, donc de ce filtre. Et si je choisis de faire une compensation dite par pôle, c'est-à-dire que je vais choisir un 0 de mon correcteur qui correspond à un pôle de ma fonction de transfert à corriger. Donc si je mets du P plus 1 au numérateur de C2P, ça va s'annuler avec un des pôles de la fonction de transfert initiale, et j'aurai une fonction de transfert qui sera plus simple. D'ailleurs, ici, on peut repérer un oubli, c'est l'action intégrale, bien évidemment. Donc, on va la corriger en direct. J'aurai donc une fonction de transfert globale de ma boucle ouverte qui va correspondre à K sur P fois P plus 1. Donc là, j'ai bien une action intégrale qui devrait, au final, m'annuler mon erreur statique. Eh bien, on va placer ça dans notre simulation. Donc première chose, c'est que je vais repartir d'un gain unitaire. On va voir ce que ça va nous donner. Partant de ce gain unitaire, il va falloir que j'instaure ici une correction proportionnelle et une correction intégrale. Donc je vais mettre un pôle de 1 ici. Et on va lancer la simulation. Et on va voir ce qui se passe. Donc relançons la simulation. Et allons regarder dans un premier temps ce qui va se passer en temporel. Donc, on va chercher la simulation temporelle. Qu'est-ce qu'on constate? Déjà, dès le début, on voit que la courbe bleue, elle va très vite converger vers la courbe rouge. Donc, la sortie va converger vers l'entrée. Dit autrement, on a annulé l'erreur statique. Ce qu'on voit également sur le signal d'erreur jaune, ici, puisque au même moment, le signal d'erreur jaune va tendre vers 0. Donc, l'erreur statique tend bien vers 0. Maintenant, regardons ce qui se passe en termes de marge de stabilité. Donc là, on a vérifié que le premier objectif est atteint. On a bien annulé l'erreur statique. En termes de marge de stabilité, il me faut le diagramme de Bode. Eh bien, ce diagramme de Bode, ici, il présente un certain nombre de particularités. Première remarque, ce diagramme de Bode, eh bien, il fait apparaître ici une pente de moins 20 dB par décade aux basses fréquences. C'est logique, puisque j'ai mis un intégrateur dans la boucle. Donc là où j'avais une constante avant, donc due au filtre passe-bas, eh bien, c'est devenu du 1 sur P, donc du moins 20 log de oméga. Donc une pente de moins 20 dB par décade. Au-delà de la fréquence caractéristique, j'ai une pente de moins 40 dB par décade, donc, puisque j'ai un premier ordre après l'intégrateur. En termes de phase, on commence à moins 90 degrés, on ne commence plus à 0, puisqu'on a en permanence, aux basses fréquences, déphasé de 90 degrés. Donc là, ça change un petit peu la partie des basses fréquences en termes de phase. Par contre, ici, eh bien, on voit que en termes de marge de stabilité, eh bien, j'ai une marge de stabilité qui est largement suffisante puisque j'ai 51,8 degrés. Regardons maintenant les mêmes aspects dans la partie plan de Nyquist qui est peut-être un peu plus compliqué à appréhender. Alors, comment essayer de comprendre ce plan de Nyquist? Il est complètement déformé parce que les échelles ici sont complètement changées, donc c'est encore pire, on n'est pas du tout en orthonormé. Mais on part ici d'une fonction de transfert en boucle ouverte où on est collinaire à l'axe vertical, donc ça veut dire qu'on est collinaire ou à la partie imaginaire négative, donc on est bien en 1 sur P. 1 sur P, c'est du 1 sur J oméga, donc c'est bien la partie imaginaire négative. Et puis on va progressivement converger vers quoi? Vers un module de 0 et puis une phase asymptotique de moins pi. Là encore, on retrouve ici
la marge de phase, qui est l'écart de la phase par rapport à la phase du point moins 1, de 51,8. On peut faire comme tout à l'heure, essayer d'optimiser un petit peu ce réglage, parce que là on a mis un gain proportionnel au hasard, on a mis un gain statique de 1 du correcteur proportionnel, enfin un gain de 1, excusez-moi, pas statique. On va adopter la même démarche. Donc là le pôle il semble bien placé, puisqu'on a bien annulé l'erreur statique avec des échelles de temps à peu près identiques aux échelles de temps initiales. Par contre, c'est juste la marge de phase, peut-être, on peut gagner un petit peu en réactivité en augmentant légèrement le gain statique. Donc faisons ça. Donc pareil, il faut trouver moins 135 degrés qui va correspondre à peu près donc à la marge de phase qu'il faudrait avoir. Donc voilà, donc là je suis à moins 135 degrés de phase, donc j'ai bien 45 degrés entre la phase de mon système et la phase du point moins 1, donc qui est moins pi. Pour cette valeur-là de fréquence, qui est légèrement avant l'axe, eh bien, on va essayer de regarder quelle est l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est quasiment moins 3 dB, donc ça veut dire que j'ai le droit de multiplier par, d'augmenter de 3 dB mon gain pour que ça devienne la nouvelle marge de phase. Donc augmenter à peu près de 3 dB, c'est multiplier par racine carrée de 2 l'ensemble. Donc ça veut dire que si je place au niveau de mon correcteur un gain de racine carrée de 2, donc de 1,42 à peu près, eh bien je devrais avoir une marge de phase assez proche de 45 degrés. Donc c'est ce que j'ai fait. On va à nouveau relancer la simulation. Et donc du coup on va vérifier ça sur le diagramme de Bode parce que c'est quand même le plus simple à voir. La marge de phase a en effet changé. Cette marge de phase, vous voyez qu'elle est de 44,9 degrés, donc on est quand même très proche des 45 degrés donc qui sont recommandés. Et puis si on regarde maintenant au niveau de l'erreur statique et du signal en temporel, on a toujours une erreur statique bien évidemment nulle. Alors là on n'est pas capable de comparer comme ça le système, mais si on faisait des mesures à la fois de dépassement et de durée, on verrait que le système est légèrement peut-être plus réactif, mais par contre c'est au prix de dépassements légèrement plus importants. Donc voilà. Voilà le comportement en fait qu'on peut constater sur cet exemple simple du second ordre. Donc à la fois dans le domaine temporel, donc en regardant la réponse à un échelon, donc ce qui va permettre de caractériser les erreurs, à la fois en termes de réponse fréquentielle, c'est-à-dire de stabilité, notamment via les marges de stabilité, ici la marge de phase, puisque la marge de gain ne peut toujours pas être définie, car c'est un second ordre. Donc le bilan, c'est que la correction proportionnelle nous a permis de diminuer l'erreur, mais de ne pas l'annuler, elle nous permet également d'assurer une certaine stabilité au système grâce à une marge de phase qui est réglable par cette correction proportionnelle. Mais le même réglage qui va diminuer l'erreur va aussi diminuer la marge de phase, donc il y a un compromis à trouver entre je conserve une erreur moyenne avec une stabilité entre guillemets moyenne. Le correcteur PI, lui, a 1 degré de liberté supplémentaire puisqu'on instaure non seulement une correction proportionnelle qui va permettre d'ajuster la marge de phase, mais en plus, on insère un intégrateur qui va permettre d'annuler l'erreur statique. Donc on a 2 effets en un, 2 degrés de liberté, donc qui vont nous permettre d'arriver à un meilleur résultat. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc premier résultat, c'est qu'on annule complètement l'erreur statique via l'action intégrale. Le deuxième résultat, c'est que le paramètre K, donc qui est l'action proportionnelle, va nous permettre de fixer la marge de phase avec une valeur qui est recommandée de 45 degrés.